La ministre des Affaires sociales et de la Santé est l'invitée de Preuve par 3, Marisol Touraine, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence à ce rendez-vous de Public Sénat avec Dailymotion et l'agence France Presse qui sera représentée ce soir par Hervé Lyonnais, spécialiste des questions sociales, donc de la réforme des retraites. Les syndicats, même réformistes d'ailleurs, appellent les députés à améliorer encore le texte, nous en parlerons. Et puis avec Perrine Tarnaud de Public Sénat, nous parlerons de santé publique alors que vous venez de présenter une nouvelle stratégie pour lutter contre les inégalités, avec notamment la gratuité chez le médecin. Votre ministère, Madame Touraine, est très vaste, à la fois très technique, mais très proche également des préoccupations des Français. Est-ce que vous avez l'impression d'être, depuis que vous êtes à ce poste, atteinte de gestionnite aiguë ? Vous l'avez dit, c'est un des ministères qui est le plus en prise avec la réalité quotidienne de la vie des Français. Et moi, j'ai depuis un an la fierté d'avoir engagé des politiques qui concernent les Français au quotidien, qu'il s'agisse d'améliorer leur remboursement, de permettre la gratuité de l'IVG, de permettre la gratuité de la contraception pour les mineurs, de faire en sorte que la sécurité des médicaments soit renforcée. C'est ce que nous avons fait pour la pilule, par exemple. Il y a de plus en plus de risques en matière de sécurité. Tout cela, c'est la vie quotidienne des Français, comme très concrètement la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire ou évidemment en ce moment la réforme des retraites qui concerne chacun d'entre nous. Bien entendu donc Claude Barthelone, parce que c'est lui qui a poussé ce coup de gueule devant les parlementaires socialistes. La gestionnite aiguë, ça suffit. En fait, il vise le gouvernement, vous êtes ministre, de simplement administrer les choses et donc de vous piéger vous-même. Le gouvernement, depuis un peu plus d'un an qu'il est aux responsabilités, il a un cap, celui de la transformation à gauche. La transformation à gauche de notre société, répondre aux attentes des Français. Le mariage pour tous, ça n'est pas de la gestion, c'est une réforme profonde. La réforme des retraites que je porte aujourd'hui, cela répond à des réalités et à des attentes de la part de nos concitoyens. Donc je crois que oui, je pourrais énumérer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un cap. Ce cap, c'est celui de la transformation, c'est l'obsession de l'emploi, l'obsession de la croissance, faire en sorte que nos concitoyens vivent mieux. Vous êtes comme Claude Barthelone, vous estimez le débat est trop intense sur la pause ou la non-pause fiscale. Donc en quelque sorte c'est ça, malgré le fait que Jean-Marc Ayrault donc assume les hausses, il l'a dit lui-même, mais augmenter les impôts. Madame Touraine, est-ce que c'est du courage ? Les impôts, c'est un moyen. Si nous avions pu ne pas augmenter les impôts, nous l'aurions fait. Mais nous avons dû, à notre arrivée aux responsabilités, mettre en place une politique qui est aussi passée par de la fiscalité, mais pas uniquement par de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, le débat se concentre sur les impôts, mais je veux rappeler qu'il y a eu aussi des économies importantes réalisées et la mise en place d'une politique de soutien à la compétitivité des entreprises. C'est par cet assortiment de mesures, si je puis m'exprimer ainsi, que nous relançons la croissance, et l'activité pour l'emploi. Et les premiers résultats sont là. Donc il ne s'agit pas de nier qu'il y a eu des augmentations d'impôts, d'ailleurs ils sont là. Le ras-le-bol, il s'exprime à gauche, Anne Hidalgo, Gérard Collomb. Oui, mais aujourd'hui, et le président de la République l'a indiqué, la part des économies va être plus importante et au fond, l'objectif que nous nous fixons, il reste le même. La croissance et l'emploi. Et ne faisons pas de cette question des impôts la seule question qui serait celle de la politique que nous suivons. Assumer la baisse des dépenses, ça c'est plus glorieux, hein. C'est plus courageux en tous les cas, c'est sans doute plus difficile néanmoins. Sur une question... Vous savez, ça n'est pas facile de présenter des hausses de fiscalité. Encore une fois, si nous pouvions éviter, si nous avions pu éviter certaines hausses de fiscalité, nous l'aurions fait. Simplement, les économies, elles portent aussi sur des politiques auxquelles les Français sont attachés. Donc il faut avoir conscience que nous sommes dans une période qui appelle des efforts, efforts fiscaux, efforts en matière d'économie. De l'État aussi, efforts de l'État. Ah oui, bien sûr, mais d'ailleurs l'ensemble de l'administration d'État fait des efforts tout à fait importants puisque les économies sur le budget de l'État seront historiques et celles des collectivités locales aussi. Point précis, vous avez assumé
pour reprendre l'expression du Premier ministre, la réduction du quotient familial. Est-ce que vous pouvez confirmer que les familles vont finalement garder leur réduction d'impôts pour leurs enfants scolarisés à partir du secondaire? Le ministre de l'économie et des finances présentera le projet de loi de finances demain au Mais là, c'est Conseil un abattement qui des relève de la ministres. politique familiale, c'est une Le aide aux Parlement, familles. il a dit ce matin de façon extrêmement claire que cela ferait partie du débat au Parlement. Donc c'est et donc ouvert. le Parlement pourra exprimer ce qu'est sa priorité ou sa préoccupation. Les débats au Parlement doivent être ouverts. Nous avons une double exigence qui est celle de permettre aux parlementaires de jouer leur rôle, qui est celui de relayer des préoccupations et de porter des améliorations aux textes que nous présentons, et en même temps de garantir que l'équilibre des textes que nous présentons est respecté, parce que évidemment nous construisons des réformes dont l'esprit et l'équilibre doivent être respectés. D'accord, attendons ce débat donc pour savoir si effectivement vous renoncez à retirer cet avantage fiscal pour les familles. Ce sur quoi je veux insister ici, c'est que la politique familiale du gouvernement est une politique forte et ambitieuse. Notre politique, elle ne consiste pas seulement à réorienter les ressources en direction des familles les plus modestes, même si je veux insister sur le fait que, en baissant l'aide fiscale aux familles les plus aisées, nous allons pouvoir renforcer l'aide. Qui se sentent aujourd'hui oubliées. Oui, mais vous savez, nous renforçons l'aide aux familles modestes et en particulier aux familles nombreuses. Mais nous aidons toutes les familles à travers une politique résolue d'accueil du jeune enfant, de l'enfant de moins de 3 ans. Et cela, c'est une politique qui s'adresse aussi aux familles des classes moyennes, parce que nous savons que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, cela concerne l'ensemble des femmes, en particulier l'ensemble des familles. Vous avez cité François Hollande. Jamais sa popularité n'avait été aussi basse. Est-ce que cela vous inquiète ? La popularité, je l'ai souvent dit, on préfère qu'elle soit élevée plutôt que faible. Mais la priorité pour un président de la République, pour un gouvernement, c'est de répondre aux exigences de l'intérêt général et aux exigences du pays. La situation de crise dans laquelle se trouve notre pays appelle des mesures courageuses, résolues, qui ne sont pas nécessairement populaires. Et c'est cela que fait le président de la République, et je sais que sa préoccupation, c'est de permettre à notre pays d'aller de l'avant. Ça n'est pas de se préoccuper de l'état de sa popularité mois après mois. Bien sûr que cela compte, mais l'essentiel, c'est qu'au bout du mandat, la France aille mieux, les Français soient plus sûrs d'eux-mêmes, plus à même d'affronter l'avenir. C'est cela l'exigence qui pèse sur les épaules de François Mitterrand. Vous savez, le précédent président de la République était très obsédé par sa courbe de popularité. À l'évidence, cela n'a pas permis de convaincre les Français. Je m'adresse à la ministre de la Santé. La formule est médicale. Je l'ai lu dans le Figaro, qui ne ménage pas ses critiques, certes, mais la greffe ne prend pas. Il y a un rejet du chef de l'État, a écrit ce journal. Encore une fois, l'exigence de mesures difficiles, courageuses, s'impose. L'exigence pour nous, c'est de répondre aux préoccupations des Français, de faire en sorte que, année après année, mois après mois, si possible, mais année après année, eh bien, la France et les Français aillent mieux, notamment sur le terrain du chômage. Et puisque le président s'est engagé à ce que la courbe du chômage s'inverse d'ici la fin de l'année, c'est un objectif pour nous tous. Et il faut souligner que d'ores et déjà, la courbe du chômage des jeunes s'est inversée depuis plusieurs mois. C'est un point important et qui est porteur d'espoir. Vous parlez du courage du chef de l'État. Est-ce que vous diriez la même chose à propos d'un de vos collègues, Manuel Valls, qui estime que les Roms, dans leur majorité, ne veulent pas s'intégrer en France en raison de leur mode de vie? Vous avez le même avis? La République, c'est à la fois des valeurs et des règles. Et nous devons rappeler à la fois les valeurs de la République et les règles de cette République. Mais pour les Roms. Ceux qui vivent sur notre territoire doivent respecter les règles de la République française. Lorsque ça n'est pas le cas, ils sont évidemment amenés à quitter notre territoire. Mais nous devons avoir une politique qui soit faite de... Mais pour les Roms, c'est ce que je vous dis très exactement. Est-ce que par essence, selon vous, est-ce que par essence, les Roms ont vocation à quitter notre pays? Est-ce que vous pouvez me répondre par oui ou non? Mais les Roms doivent respecter les règles de la République
République. Il ne s'agit pas de mode de vie. Il ne s'agit pas de mode de vie. Il ne s'agit pas de différents modes de vie. Il y a une incapacité à s'intégrer. Non, sur notre territoire, il y a des hommes et des femmes qui tous n'ont pas les mêmes modes de vie, mais qui tous doivent respecter les règles de la République. Et lorsqu'ils ne les respectent pas, ils doivent quitter notre territoire. Et les Roms sont dans cette situation-là. S'ils respectent les règles, ils peuvent rester sur notre territoire. Donc une minorité selon Manuel Valls. S'ils respectent les règles... C'est une minorité. Je dis, l'enjeu, il est celui du respect des règles. La République, ce sont des règles, c'est aussi des valeurs. Et je crois que nous devons avoir le respect des personnes, et le respect des valeurs et des règles de notre République. Sais pas, vous êtes où alors? Vous mettez du côté des associations qui s'indignent, qui dénoncent ces stéréotypes, ou vous partagez l'opinion de Manuel Valls? Manuel Valls, il a dit à la fois qu'il y avait le respect des règles et qu'il y avait une intégration possible. Il a dit que dans leur majorité, les Roms doivent partir car ils ne peuvent pas s'intégrer dans la République. Mais ceux qui s'intègrent et respectent les règles n'ont pas à être mis en cause, et je ne crois pas que cela puisse être l'esprit de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. En tous les cas, il soulève une polémique. Elle est infondée pour vous? La polémique n'a pas lieu d'être dès lors que l'on rappelle, que on se fixe par rapport aux règles de la République. Il ne s'agit pas de considérer que telle ou telle population, par principe, ne respecte pas les règles. Simplement, on se met en situation de constater si les règles de la République sont bien respectées. Encore une fois, tout le monde souhaite que l'ordre soit évidemment sanctuarisé, et en même temps, cela doit s'accompagner d'une grande humanité et du respect des valeurs de notre République. Notre République, elle est accueillante dès lors que l'on accepte d'en respecter les principes. Votre musique est un peu différente quand même de celle de votre collègue. Question rapide, est-ce qu'il faut changer la loi pour faciliter le travail la nuit dans certains magasins? Je fais référence à la fermeture décidée par la justice du magasin Sephora sur les Champs-Élysées. Oui ou non? S'agit-il de changement de loi? Je ne suis pas certaine. Il doit y avoir des discussions, des négociations lorsque c'est jugé nécessaire entre les entreprises et leurs salariés, mais ne faisons pas comme si la nouvelle règle devait être de travailler le plus possible, le plus tard possible et, disons, le plus longtemps possible. D'accord. On va parler du travail dans un instant avec la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux élections locales à 16 ans? C'est votre ministre de la Famille, Madame Bertinotti, qui lance l'idée. Dominique Bertinotti a indiqué qu'un groupe de travail était en train de réfléchir à cette perspective. Je crois qu'il faut être prudent pour ce qui est de l'ouverture du droit de vote. La réflexion est engagée, nous verrons bien si elle peut aboutir, mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Parce qu'à 16 ans, c'est vrai, on peut peut-être avoir un statut de pré-majorité. Voilà, donc quels sont les droits liés à la pré-majorité, puisqu'il est des situations dans lesquelles on reconnaît une pré-majorité, par exemple en matière de sexualité, et donc quels sont les droits qui peuvent être... Voilà, donc il y a plusieurs âges qui sont différents, et c'est la raison pour laquelle une réflexion est engagée pour savoir si on ne doit pas harmoniser. On peut faire l'amour à 15 ans, on ne peut pas voter avant 18. Oui, mais écoutez, donc la réflexion est engagée. Encore une fois, moi je souhaite que cela se fasse avec prudence. On n'est pas sûr donc que cette mesure figurera dans la prochaine loi sur la famille à la fin de l'année. La réflexion n'est pas à ce stade aboutie. Nicolas Sarkozy reste mis en examen dans le volet abus de faiblesse de l'affaire Bettencourt. Alors, vous l'avez entendu, en Haute-Savoie, il a annoncé qu'il avait en tête un calendrier politique. De retour, beaucoup de ténors de l'UMP dénoncent un acharnement. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous espérez que son retour butera sur un obstacle judiciaire? La justice fait son travail et elle est indépendante. Et moi, je n'espère rien, je n'attends rien en la matière. Nicolas Sarkozy décidera s'il souhaite se représenter à l'élection présidentielle ou à une autre élection. Mais en tout cas, le calendrier judiciaire, il est indépendant et il n'appartient pas d'interférer avec ce calendrier. Il n'y a pas d'acharnement des juges? Moi, je ne commente pas les décisions de justice. Je ne vois pas pourquoi les décisions de justice arrangeraient dans certains cas et contreviendraient à certains plans dans d'autres. On trouve toujours matière à se réjouir ou à se désoler des décisions de justice. Donc le mieux, c'est de ne pas les commenter et de laisser la justice en toute indépendance faire son travail. Allez, Hervé Lyonnais, donc de l'agence France-Presse, va nous rejoindre maintenant pour parler de la réforme des retraites que vous portez, Marisol Touraine, sous les critiques. On va reparler d'ailleurs des hausses d'impôts, du moins des prélèvements pour la financer. Et on l'a vu,
sondage encore, le scepticisme l'emporte dans l'opinion. Alors voici une nouvelle réforme des retraites, pas encore la réforme. Sophie Normand. Mini-réforme, maxi-cotisation. C'est en substance la critique assénée par les détracteurs de la réforme des retraites version héros. Au cœur du projet de loi, il y a bien une hausse des prélèvements. Ils seront progressifs et toucheront salariés et employeurs. Le financement du régime général passera aussi par un allongement de la durée de cotisation au rythme d'un trimestre tous les 3 ans. En 2035, il faudra donc travailler 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le dispositif concernera les salariés du public et du privé, mais pas avant 2020. Pour Éric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, père de la réforme des retraites de 2010, le gouvernement manque de courage. Il n'y a pas de courage du tout, c'est au contraire un exercice de lâcheté politique formidable. Ce n'est pas une réforme, c'est une augmentation des taxes. C'est une augmentation des taxes. Et réformer le système des retraites, en tout cas essayer de régler les problèmes financiers des retraites uniquement par des cotisations, c'est vraiment être à côté de la plaque. Avancée sociale majeure, la création d'un compte pénibilité. Les salariés qui auront exercé un métier difficile pourront dès 2015 accumuler des points et partir plus tôt. Une mesure qui s'additionne aux dérogations qui existent déjà, pour les invalidités par exemple, ou plus récemment les salariés qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui pourront arrêter à 60 ans. À la fin de la décennie, c'est ainsi un salarié sur 2 qui pourra techniquement partir en retraite avant 62 ans, et ce avec une pension complète. Des exceptions qui viennent s'ajouter à des prévisions de chômage déjà très optimistes. Entre 5 et 7%, alors même que la France n'est pas revenue en dessous de 8 ou 9% depuis très longtemps et que les prévisions n'anticipent pas une baisse du taux de chômage rapide. Sceptique aussi, la Commission européenne. C'est avec méfiance que les réformes à la française sont suivies par Bruxelles, où le président de la Commission, José Manuel Barroso, table lui sur un départ en retraite à 65 ans. Voilà, c'est ce qu'il recommande donc le président de la Commission européenne. Hervé Lyonnais de l'agence France-Presse nous a rejoint. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vos questions sur cette réforme qui sera encore plus âprement débattue dans quelques jours au Parlement à Marisol Touraine. Oui, Madame la Ministre, cette réforme a d'abord un objectif financier, celui de combler un déficit. On parlait de 20 milliards en 2020 si on ne faisait rien. Mais on se rend compte que finalement, vous comblez le déficit essentiellement du régime général, c'est-à-dire un peu plus de 7 milliards. Alors pour les 13 autres milliards, d'ici 2020, comment fait-on? Cette réforme, elle n'a pas simplement un objectif financier. Cette réforme, elle a la volonté d'apporter un horizon et des perspectives aux générations qui s'engagent dans la vie active ou sont au milieu de leur vie active. Parce que si nous ne faisons rien, alors nous ouvrons grand la porte à la privatisation de notre système, ou en tout cas à une partie de notre système. Et donc c'est une réforme qui a un enjeu financier, parce qu'il faut avoir le courage de dire que nous devons trouver des ressources pour garantir dans l'avenir le financement de nos régimes de retraite. Mais c'est aussi une réforme qui a un objectif de rééquilibrage en termes de justice de notre système de retraite, parce qu'il n'est pas juste que la situation des femmes soit à ce point dégradée par rapport à celle des hommes, parce qu'il n'est pas juste que les conditions de travail ne soient pas prises en compte pour définir le mode de départ en retraite. Et donc l'enjeu financier, le cas, quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Les conditions de travail. Pas du tout. Les conditions de travail. En avant le précédent gouvernement. Oui, mais le précédent gouvernement a mis en avant la notion d'invalidité. Et lorsque j'entendais Éric Woerth, je me disais que, puisqu'il parlait de mots comme lâcheté ou autre, qu'il ne manquait pas d'air, si vous me passez l'expression un peu triviale. Parce que ce qui a caractérisé sa réforme, c'est le mépris. Mépris des Français, en particulier, de ceux qui ont commencé à travailler jeunes, mépris de ceux qui sont usés par le travail, puisque au fond, il a mis en place une commission qui regarde le dossier médical des gens et leur permet ou pas de partir en retraite plus tôt. Mais l'invalidité, ça n'a jamais été une situation de pénibilité. Et c'est toute la différence que d'ailleurs soulignent les organisations syndicales entre l'invalidité et la pénibilité. Mais moi, je veux répondre à votre question sur la situation financière en 2020. On a beaucoup évoqué ce chiffre de 20 milliards et il est juste, c'est celui du Conseil d'orientation des retraites, mais il est global. C'est-à-dire qu'il comporte notamment tout ce qui a trait
aux régimes complémentaires de retraite qui, comme vous le savez, ne dépendent pas du gouvernement, mais des partenaires sociaux. Et la réforme que nous présentons, elle permet de financer le régime général, mais elle permet aussi d'apporter des ressources nécessaires au régime des fonctionnaires, puisqu'ils ont un régime différent de celui des salariés du privé. Et c'est la raison pour laquelle... Également. Et c'est la raison pour laquelle les régimes spéciaux, les régimes spéciaux, c'est les régimes des médecins aussi, c'est-à-dire la caisse. Non, mais ce sont des caisses indépendantes. Si, bien sûr, on trouve des régimes, on trouve de nouvelles ressources pour l'ensemble des régimes. Je veux insister là-dessus, puisque la hausse des cotisations, elle va concerner aussi les fonctionnaires et les salariés des régimes spéciaux. Le report de la revalorisation de la retraite l'année prochaine des retraités va concerner les retraités de la fonction publique, ceux des régimes spéciaux comme ceux des régimes privés. Une estimation ? Et donc, nous allons à l'équilibre en 2020 et en 2035, qui sont les deux horizons que nous avons fixés dans l'ensemble des régimes. Je veux insister sur ce point parce que même si des règles différentes continuent d'exister entre les différents régimes, l'effort qui est demandé à l'ensemble des Français est le même. Il n'y a pas des Français qui ne participent pas à l'effort collectif demandé pour la sauvegarde de nos retraites à l'avenir. Vous parliez de M. Éric Woerth tout à l'heure. C'est vrai que vous tapez beaucoup sur la réforme de 2010. Lui tape beaucoup sur la nôtre, oui, donc au mais fond, enfin, c'est assez juste. Je crois que vous avez commencé, puisque c'est... Elle est antérieure, sa réforme est antérieure, Oui, ça c'est un fait. La réforme existait... Mais néanmoins, elle vous aide quand même pas mal, parce que... Enfin, lui, il dit que sans cette réforme, sans le recul de l'âge de 60 à 62 ans, ça serait non pas 20 milliards de déficit à combler d'ici 2020, mais 50 milliards. Quel est votre chiffre à vous ? Merci, finalement. Ce dont je me souviens très précisément, c'est ce que disait le précédent gouvernement lorsqu'il a présenté sa réforme en 2010. Et je m'en souviens puisque, effectivement, j'étais responsable pour le Parti socialiste à l'époque dans l'opposition de mener la bataille contre cette réforme. 30 milliards. Non, parce qu'il nous disait zéro déficit en 2020. Sa réforme, elle prétendait combler le trou des régimes de retraite. La crise s'est aggravée. La crise s'est aggravée en quelques mois. En quelques mois, nous nous sommes aperçus que les résultats n'étaient pas là, puisque dès 2011, il a fallu indiquer que des efforts seraient nécessaires et une nouvelle réforme s'imposerait. Et donc je crois que en donneur de leçons, M. Woerth n'est pas crédible, parce que pour donner des leçons, il faut d'abord avoir des résultats, et les résultats, ils manquent cruellement au gouvernement précédent. Hervé. Cette réforme, Madame la Ministre, est aussi une réforme que vous voulez juste. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures de justice. Mais pourtant, je voudrais vous interroger sur quelques petits points qui me posent question. Par exemple, ce compte pénibilité. Quand vous êtes artisan, ou que vous avez simplement un ou deux salariés, vous faites le même travail, mais vous n'êtes pas considéré comme salarié, donc vous ne pouvez pas ouvrir de compte pénibilité ? La pénibilité concerne les salariés, pas les professions libérales, qui ont la possibilité de Un artisan n'est pas une profession libérale. Non, mais qui ont la possibilité de définir leurs conditions de travail. L'objectif de ce compte de prévention de la pénibilité, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que celles et ceux qui ont travaillé dans des conditions identifiées comme étant pénibles puissent avoir des contreparties, par exemple en se formant au cours de leur carrière pour changer de métier ou en partant plus tôt à la retraite parce qu'ils sont usés. Mais ça a aussi pour objectif d'amener les entreprises et les chefs d'entreprise, donc par exemple les artisans, à changer les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent. Et c'est pour cela que les entreprises seront amenées à contribuer. Ou simplement avec un ou deux salariés. S'ils sont seuls ou avec un ou deux salariés, ils pourront plus facilement, c'est en général ce qui se passe, transformer leurs conditions de travail et adapter la façon dont ils réalisent leur production. Voilà pour les artisans. Oui, alors peut-être un autre petit point aussi de justice. Comment peut-on expliquer qu'un retraité très aisé acquitte finalement une CSG de 6,6% et qu'un actif très jeune au SMIC, lui, il acquitte 7,5%.
Là, vous évoquez le fait juste qu'il y a une Oui, différence de la CSG qui ne concerne pas la réforme des retraites. Oui, Donc là, parce que vous n'avez pas... C'est le débat de la fiscalité de façon plus générale, mais je vais répondre, puisque c'est une question qui vient régulièrement, mais je constate que... C'est une proposition du rapport Moreau. Pour une fois, c'est une proposition parmi d'autres. Encore, attention... Vous étiez favorable à une augmentation progressive de la CSG, Marisol Touraine. Attention à ne pas donner le sentiment que, au fond, il s'agissait d'additionner l'ensemble des mesures du rapport Moreau. Madame Moreau et sa commission avaient identifié cette piste-là, mais auquel cas nous n'aurions pas fiscalisé les compléments de retraite lorsque l'on a plus de 3 enfants ou reporté la revalorisation de la retraite de 6 mois. Au fond, la question, et je suis frappée de voir que pour une fois, on nous demande d'augmenter un impôt, puisque cela revenait, augmenter ce taux de CSG, ça revenait à augmenter un impôt de manière définitive. À faire contribuer les retraités comme les entreprises. Étiez favorable. Ce que disent les organisations syndicales, et c'est le choix d'ailleurs que nous avons fait, c'est de faire porter l'effort sur les cotisations et donc de cibler l'effort des retraités sur le report de leur revalorisation de retraite. Et qui touche d'ailleurs les petites retraites, sauf le minimum vieillesse. La question de la CSG pourra être évoquée, le cas échéant, à d'autres occasions, mais au fond, nous avons fait le choix. C'est ce qu'évoquent certains du côté des organisations syndicales. Je ne sais pas si ce serait le choix du gouvernement. Nous n'avons pas avancé suffisamment dans nos décisions pour que je puisse vous répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que les décisions sont cohérentes. On n'additionne pas des mesures les unes aux autres. De la cotisation pour les actifs, de la CSG pour les retraités. Donc nous avons fait le choix de nous concentrer sur les cotisations qui sont identifiées comme étant le mode de financement classique des régimes de retraite. Les cotisations, justement, Madame la Ministre. Il est question de compenser pour 2014 la hausse des cotisations des entreprises. Comment faites-vous? Vous avez déjà refusé toute nouvelle hausse de CSG ou de TVA. Oui, donc, ça sera confirmé d'ailleurs demain à l'occasion de la présentation du budget. Nous nous sommes engagés à ce qu'il n'y ait ni hausse de TVA supplémentaire, ni hausse de CSG. Il s'agit de financer la politique familiale. Cela se fera sur le budget de l'État, c'est-à-dire à travers la politique budgétaire, des économies qui sont faites ailleurs. Écoutez, les économies qui sont faites ailleurs, les ressources qui sont appelées à la fiscalité déjà prévue et qui nous permet de financer nos politiques familiales, nous permettront de financer, qui sont prévues pour le budget de l'État, nous permettront de financer la politique familiale. La compensation de la hausse des cotisations sur les entreprises n'entraînera pas de hausse nullement d'impôts. Absolument. Il n'y a pas de hausse dédiée pour cette politique familiale. Mais où allez-vous trouver cet argent? Dans les économies que nous faisons et qui sont très importantes. Vous le savez, nous avons annoncé 15 milliards d'économies pour l'année prochaine. Le budget, oui, mais ça fait partie du budget de l'État. Donc l'État s'engage à garantir le maintien de la politique familiale, bien évidemment, à hauteur de ce qu'elle est, et à faire les économies nécessaires, par ailleurs, pour financer cette politique. Votre réponse n'avait pas de compensation sous forme de hause d'impôt. Voilà qui est dit. Alors, merci Hervé Lyonnais. Dernière question, vous avez vanté l'action du Parlement tout à l'heure en matière de fiscalité, Marisol Touraine. Est-ce que, par exemple, vous comptez sur le Parlement pour améliorer votre réforme sur les retraites, puisque c'est ce que demandent notamment les syndicats, la CFDT, qui veut des réformes de justice encore améliorées. Le débat va avoir lieu. Le débat va avoir lieu. Des améliorations peuvent évidemment être introduites dès lors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de faire en sorte que l'équilibre financier et social de la retraite soit préservé et que son équilibre ne soit pas bousculé. Très bien, débat à suivre à partir du mois d'octobre. Merci encore une fois Hervé. Le 7 octobre, effectivement, à l'Assemblée nationale. Perrine Tarnaud, de Public Sénat, nous rejoint maintenant donc pour la troisième partie de cette émission qui est consacrée à la santé publique, puisque vous venez de présenter, Madame la Ministre, votre nouvelle stratégie nationale de santé, avec comme point fort l'instauration du tiers payant chez le médecin, une mesure qui divise la profession d'ailleurs. Faustine Saint-Geniès. Une simple carte vitale pour régler sa consultation chez le médecin. Ce sera possible pour les patients d'ici 2017. Marisol Touraine vient de l'annoncer. Le tiers payant s'appliquera chez l'ensemble des généralistes à la fin du quinquennat. Les patients n'auront alors plus rien à débourser lors d'une consultation chez un médecin conventionné.
La mesure s'appliquera d'abord aux plus démunis qui évitent souvent de consulter par manque de moyens. Une bonne nouvelle pour ce généraliste à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. La précarité augmente en France, les gens se soignent mal, attendent, et bien finalement ils vont aux urgences parce que là ils ne paient pas. Donc en faisant cela, on refera ce que souhaite actuellement la nouvelle gouvernance et d'autres gouvernances précédentes aussi, c'est-à-dire permettre aux médecins de proposer la même configuration de règlement qu'à l'hôpital, et donc à ce moment-là, les patients viendront nous voir sans réticence. Mais pour d'autres médecins, généraliser le tiers payant va créer un véritable casse-tête administratif et surtout déresponsabiliser les patients. Lorsque vous supprimez les caisses à la sortie d'un supermarché, les caddies sont certainement plus remplis que si les gens payent. C'est une question de bon sens. Si demain, la gratuité induit une consommation supérieure, alors que nous sommes dans le cadre d'une maîtrise des dépenses d'assurance maladie, il y a tout lieu quand même d'être inquiet. La question est donc de savoir si le fait de ne rien payer va pousser à aller davantage chez le médecin. Mais ce n'est pas ce qui pèse le plus sur les comptes de la branche maladie de la sécurité sociale, déjà déséquilibrée pour des raisons structurelles. Il faut revoir la carte hospitalière, il faut revoir notre appareil de production de médicaments. Il faut donc traiter le sujet, j'allais dire, dans les structures et non pas le faire à la marge. Jeudi prochain, le gouvernement présentera son budget de la sécurité sociale. Le déficit de la branche maladie pourrait atteindre 7 à 8 milliards d'euros. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Perrine, bonsoir. Alors, Michel, beaucoup de questions à la ministre sur des questions très diverses de santé qui nous concernent tous. Exactement. Marisol Touraine, vos relations avec les médecins étaient déjà un peu tendues avec la généralisation du tiers payant. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de les braquer une fois de plus ? Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, l'accueil est favorable à cette mesure parce que les médecins savent très bien que c'est une mesure qui va dans le sens de l'intérêt des Français, que les Français la plébiscitent. On n'a pas entendu Michel Chasson oui, à l'instant. mais Michel Chasson entendu beaucoup de critiques de la part des médecins. Ils dénoncent une étatisation du système, un système qui va coûter cher, 3 € par acte, plus de la gestion en plus pour eux. Pas du tout à cela. Nous travaillons maintenant concrètement à la mise en place de ce dispositif qui existe dans énormément de pays. Dans lesquels ça ne se traduit pas par davantage de papier ou d'administration pour les professionnels de santé. Je veux rappeler que ça fait partie des préconisations de l'Organisation mondiale de la santé pour garantir l'accès aux soins de manière simple. Et cela doit permettre d'ailleurs à des Français de ne pas aller à l'hôpital où le tiers payant existe. C'est-à-dire, concrètement, on n'avance pas l'argent. Ça n'est pas que ce soit gratuit. Je veux insister là-dessus parce que ça coûte de l'argent, ça n'est pas gratuit. Quand on paye pas, simplement, on n'avance pas. Quand on ne paye pas, on a la notion de gratuité. C'est ce qui se passe pour les médicaments aujourd'hui. Mais c'est aussi un problème pour les médicaments. Non, puisque les médicaments doivent être prescrits. Donc, mais on en surconsomme. Oui, mais là, ça n'est pas le fait que vous mettiez votre carte vitale chez le pharmacien, c'est peut-être le fait qu'on vous en prescrit trop. Et je veux dire donc que vous n'avez pas peur dans aucun déresponsabilisation en France des patients. D'abord, ça fait partie des discours habituels que l'on entend. Aucune étude ne vient confirmer cela à l'étranger, où le tiers payant existe, c'est-à-dire concrètement où les patients allemands des Pays-Bas, par exemple, vont et ne font pas l'avance du prix de la consultation. On n'a pas constaté d'augmentation des consommations médicales. Et puis, vous savez, aujourd'hui, le tiers payant est déjà pratiqué pour les bénéficiaires de la CMU et on n'a pas constaté d'inflation des actes. Mais en France, ce qui est problématique, c'est peut-être pas les visites chez le généraliste, mais notamment, je pense aux gens les moins favorisés, les visites chez le dentiste ou chez l'ophtalmo. Oui, mais là, ce qui est en jeu, c'est de faire en sorte qu'ils puissent trouver des consultations à un tarif remboursé par la sécurité sociale. C'est pour cela que j'ai lancé dès l'année dernière une négociation qui a abouti sur la maîtrise des dépassements d'honoraires. Et je veux rappeler par ailleurs que les personnes qui ont la CMU ou qui peuvent avoir la CMU, l'aide à la complémentaire santé, au total, ça fait 10 millions de personnes, ce qui est quand même beaucoup. Ces 10 millions de personnes ont la garantie qu'elles peuvent avoir une consultation au tarif sécurité sociale, quel que soit le médecin qu'elles vont consulter. Vous présenterez jeudi, Marisol Touraine, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Est-ce que vous confirmez que le déficit global de la sécurité sociale sera inférieur de 1 milliard ? Inférieur à quand ? À quoi ? À l'année précédente.
Écoutez, le déficit de la sécurité sociale sera meilleur. Sera donc moins élevé que celui de l'année dernière. Et je dois dire que donc les vous données... confirmez cette tendance, ce recul? Oui, tendance au recul. Sauf pour l'assurance maladie. Voilà. Non, tendance au recul et de façon beaucoup plus significative. Y compris pour la branche maladie ? Y compris et de façon beaucoup plus significative que ce que nous avions escompté lors des estimations du mois de juin dernier. Donc je pense que nous pourrons annoncer des chiffres encourageants et satisfaisants. Mais le déficit de la branche maladie, lui, il augmente. Les chiffres seront présentés jeudi, et vous verrez que les données sont tout à fait encourageantes. Mais quel va être votre principal levier d'action pour réduire le déficit de la branche maladie? Est-ce que ça va être le prix des médicaments qui va être encore ciblé cette année? La question du médicament est une question tout à fait importante. Vous le disiez tout à l'heure, nous consommons trop de médicaments dans notre pays, ce qui veut dire que nous devons informer les Français du fait qu'il n'est pas nécessaire de consommer autant de médicaments, encourager la prescription et l'achat de médicaments génériques et faire en sorte que dans les hôpitaux aussi, on prescrive moins de médicaments. Je veux dire, continuer aussi à ce à baisser titre, le prix des médicaments. Il y aura des mesures en direction du prix des médicaments, l'encouragement au générique en particulier. Et je lance d'ailleurs une campagne d'information sur la vente par Internet des médicaments, puisque cela peut donner le sentiment que le médicament est un produit comme un autre et favoriser la consommation de médicaments. Nous rappelons dans cette campagne qu'un médicament n'est pas un produit comme un autre, qu'il faut faire attention à ce que l'on achète et qu'il ne faut prendre de médicaments que lorsque c'est absolument nécessaire. Dans le prochain budget, est-ce que vous renoncez à taxer le Nutella, l'aspartame, les boissons énergisantes, le vin transformé, bref, tout ce qui est mauvais pour la santé? Est-ce que vous renoncez à les taxer? Ça ne figurera pas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, j'ai eu l'occasion de le dire. Ça n'a jamais fait partie des projets que j'ai portés. Et donc, parce que je ne crois pas que nous résolvions des enjeux majeurs de santé publique à travers des taxes. J'ai annoncé hier la stratégie... Ça change les comportements quand même. Hein. Ça change les comportements à condition de faire partie d'une politique d'ensemble globale et cohérente. Je ne crois pas qu'on puisse se contenter d'avoir des mesures disséminées qui soient diverses. Sur les cigarettes. Sur les cigarettes, nous avons engagé, il y a eu une hausse au mois de juillet dernier, et donc cette hausse s'accompagne d'une politique résolue d'explication et de soutien à ceux qui veulent arrêter de fumer. On ne peut pas dire que la fiscalité soit le seul instrument de notre politique de lutte contre le tabac. Mais vous évoquiez la stratégie nationale de santé que j'ai annoncée hier. Pour la première fois, nous mettons en place dans notre pays une politique globale et qui fait de la prévention. La prévention, elle commence à l'école, c'est l'éducation à la santé, c'est se fixer des objectifs de santé publique et c'est permettre aux médecins d'être rémunérés pour améliorer la santé de nos concitoyens par des actions de prévention. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Je veux insister là-dessus. C'est ce que font d'ailleurs d'autres pays. C'est ce que nous n'avons, pour notre part, jamais engagé. Alors justement, concernant des comportements en France, plusieurs questions assez précises. Quand, par exemple, va entrer en vigueur l'interdiction de vapoter dans les lieux publics? Je parle de la cigarette électronique. Je ne peux pas répondre précisément. Une consultation a été engagée auprès des hautes instances juridiques de notre pays pour voir les conditions et les délais dans lesquels ça peut intervenir. Mais je souhaite que ça puisse... Moi, je veux dire à nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à utiliser la cigarette électronique que ça n'est pas un produit anodin. Et ça fait un peu chic et choc, la cigarette électronique. On voit qu'il y a un marketing très important autour de ce produit. Ça peut aider à arrêter de fumer. Et donc c'est pour ça que je n'ai jamais préconisé l'interdiction de la cigarette électronique, contrairement à d'autres pays qui l'ont purement et simplement interdite. Mais ça n'est pas un produit comme un autre. Et donc arrêter, oui, s'en servir pour arrêter de fumer, oui, mais ça peut inciter des jeunes en particulier qui trouvent que c'est joli, que c'est
un peu tendance, ça peut les inciter à venir au tabac parce qu'il y a de la nicotine. Et la nicotine, elle rend dépendant. Je ne sais pas si vous avez vu, Marisol Touraine, ces révélations d'une enquête de Que choisir. Le vin, il y a eu 92 vins testés. Ils étaient tous très contaminés aux pesticides, des vins à tous les prix, bio ou pas bio. Jusqu'à quelques grands Bordeaux. Hein. Voilà, jusqu'à quelques gros, on ne va pas les citer. Vous n'avez pas vu l'étude? C'est préoccupant, c'est extrêmement préoccupant. Et là, il y a un enjeu en termes de consommation et de contrôle des produits que nous sommes amenés à consommer, parce que personne ne dit qu'il ne faut pas ou qu'on ne peut pas boire du vin de façon raisonnable. Je crois que les contrôles doivent évidemment nous permettre de détecter cela. Il n'y a pas de législation, il faut une réglementation pour les il faut que les producteurs soient transparents sur les produits qu'ils proposent à la consommation de nos concitoyens. Il faut une réglementation. Écoutez, si réglementation est nécessaire, il y a, nous le verrons, mais en tout cas, il est bon que la transparence soit faite, c'est un début de prise de conscience. Plusieurs personnalités proches de votre majorité, Marisol Touraine, font leur entrée au comité national d'éthique. Les responsables religieux sont évincés. Est-ce que vous leur faites payer leur position hostile au mariage pour tous? Il ne s'agit pas de faire payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Non, je le dis, il faut que ce comité consultatif national d'éthique est une instance importante que nous sollicitons beaucoup, puisse exprimer la diversité de la société française. Et c'est la diversité des opinions qui est représentée dans ce comité consultatif. L'éthique et les idées éthiques peuvent être portées par des personnes sensibles aux religions sans être pour elles-mêmes ou elles-mêmes des religieux. Et je crois que cette composition reflète bien, la nouvelle composition de ce comité reflète bien la diversité des engagements et des idées. Non, écoutez, elle reflète la diversité des positions et des options dans notre pays. Vous maintenez les urgences de l'Hôtel-Dieu ouvertes à Paris contre l'avis de la PHP. Est-ce que c'est pour des raisons électorales jusqu'aux élections municipales? Non, j'ai indiqué que le projet de l'Hôtel-Dieu est un grand projet et que nous avons besoin, dans le centre de Paris, de repenser l'offre de soins. C'est ce qui est engagé. Il y a un travail d'évolution qui passe aussi par la restructuration des urgences globalement à Paris. Ce que je souhaite, c'est que cette restructuration, elle se fasse dans la concertation, dans le dialogue et de manière progressive. Ça n'est que si nous avons toutes les assurances nécessaires que nous pouvons faire évoluer la situation actuelle, que la négociation et la discussion avancent. Dernière question, Michel. Oui, alors je vais la poser. Alors, on revient à la politique. On a fini avec toutes les questions de santé publique. Il y en a énormément. La santé, c'est inépuisable. C'est inépuisable et on est très tous très concernés, évidemment. Mais on a parlé tout à l'heure de la réforme des retraites. Vous avez critiqué Éric Woerth qui s'exprimait dans le reportage. François Fillon s'est exprimé aujourd'hui devant les parlementaires de l'UMP. Il a été très très dur sur votre réforme. Et il a dit, vous les socialistes, il s'est adressé à vous, vous êtes disqualifiés en fait. Et tout cela depuis 20 ans car vous avez refusé toutes les réformes précédentes. Il a parlé des deux siennes. Il vous estime disqualifié. Que répondez-vous à François Fillon? Que la semaine qui vient de s'écouler est plutôt une semaine au cours de laquelle François Fillon s'est disqualifié pour porter un jugement sur les activités politiques dans notre pays, qu'il s'agisse de ses propos sur le Front National, qu'il s'agisse de ses propos en Russie, particulièrement choquants sur la politique française vis-à-vis de la Syrie, ne sont à l'honneur ni de l'UMP ni de François Fillon. Donc effectivement, en matière de disqualification, François Fillon n'a de leçons à donner à personne. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, Madame Touraine. Merci, bonsoir à tous, à très vite. On se retrouve la semaine prochaine. Notre invité sera François Rebsamen, le président des sénateurs PS.